Eh bien, bonjour à tous. Bon, pour les présentations, c'est désormais fait. Donc, Kevin Leck, je suis spécialiste sur la partie data protection chez Dell Technologies. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cyber-résilience et comment Dell Technologies peut vous accompagner à redémarrer en cas d'attaque critique, cyberattaque tout simplement. Voilà. Alors, ce n'est pas si on va se faire attaquer, mais quand on va se faire attaquer. C'est une phrase que je trouve assez d'actualité et évoquante. Et aujourd'hui, on a beaucoup de retours d'expérience de nos clients qui se font cyberattaquer. Et on aura beau mettre en place un certain nombre de choses pour se prémunir de ces cyberattaques, on sait que malheureusement, la faille zéro n'existe pas. Tant qu'il y aura de l'humain, il y aura une faille. Et donc, Dell Technologies travaille et accompagne nos clients depuis des années pour savoir justement comment on peut vous accompagner pour redémarrer vos données le plus rapidement possible. Quand on parle d'un point de vue spectre des cybermenaces, aujourd'hui, on se rend compte que les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées, de plus en plus impactantes pour nos clients. En plus, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, si vous voulez, ça va arriver de plus en plus vite et rapide. On parle de ransomware as a service sur le darknet. Et on se rend compte que la sauvegarde est devenue une cible prioritaire. Pourquoi? Tout simplement parce que les cybercriminels, quand ils utilisent un ransomware, ils savent très bien qu'ils doivent absolument compromettre le système de sauvegarde, puisque si la sauvegarde n'est pas compromise, ils ne seront pas payés. Donc, ils vont cibler en premier lieu la sauvegarde. Donc, il y a différents types de cybermenaces qui sont listés ici. Et il y a une attaque qui est aujourd'hui qui concerne énormément de clients et d'organisations, c'est la partie insider. Alors, insider, c'est quoi? Ça va être le vol ou l'extorsion de données, au travers de rançons par exemple, ou de fuite de données, de chantage, par une personne dite de confiance dans une organisation. Donc cette personne de confiance, ça peut être, donc cet insider, ça peut être fait de manière volontaire et involontaire. Je dissocie bien les deux. De manière volontaire, je prends l'exemple typique, vous avez potentiellement une personne au sein de votre organisation qui a accès à un certain nombre de données sensibles, critiques pour votre entreprise, sur la cybersécurité de votre entreprise. Et donc, imaginons, demain, vous décidez de vous débarrasser de cette personne, de la licencier. Potentiellement, c'est déjà arrivé chez de mes clients où ils sont partis avec un certain nombre de données compromettantes et qui les ont revendues tout simplement sur le darknet pour se venger. Et quand je parle d'insiders, je parle aussi des insiders involontaires, plus classiques et plus fréquents. Je prends deux exemples. Le premier, qui peut paraître anodin, mais qui arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Le ou la stagiaire qui travaille justement au sein de l'organisation et qui a accès à un certain nombre d'informations qui peuvent être compromettantes pour la société. Publie par exemple son rapport de stage ou sur LinkedIn, par exemple, un certain nombre d'informations qui peuvent être importantes ou intéressantes pour les cybercriminels. Et l'exemple le plus fréquent sur la partie insider involontaire, ça va être notamment le mail de phishing. On aura beau tous ici être sensibilisés justement sur le fait de ne pas cliquer, pas répondre aux SMS, de cliquer sur le lien ou d'ouvrir la pièce jointe. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde d'être un peu fatigué et de cliquer sur le lien sans faire exprès. Ou alors tout simplement, vous imaginez bien, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les mails vont être de plus en plus sophistiqués et ça va être de plus en plus compliqué de savoir si c'est un vrai mail ou pas. Et quand on parle d'un point de vue impact financier, effectivement, les clients, bien sûr, travaillent justement sur cette partie, quand on va se faire attaquer, c'est quoi les impacts et comment ça va nous toucher et comment on fait pour anticiper tout ça. Donc les impacts les plus connus, bien sûr, ça va être notamment tout ce qui va être lié à la communication interne, prévenir les collaborateurs, potentiellement les clients, les fournisseurs, qu'on a subi une attaque, et puis remettre entre guillemets d'équerre l'infrastructure, le système d'information, qu'il soit dans le cloud ou dans le data center. Mais bien souvent, ce qui est sous-estimé, c'est les coûts cachés. Et les coûts cachés, généralement, sont beaucoup plus importants, c'est ce qu'on voit dans les différents retours d'expérience, que les coûts connus. Typiquement, par exemple, la perte de chiffre d'affaires. Alors vous allez me dire, il y a des organisations, effectivement, des entreprises qui savent évaluer la perte de chiffre d'affaires. Disons, ils vont se dire, ok, je me suis fait cryptoloquer un jour, ça me coûte combien? Ça, ils le savent. Par contre, tout ce qu'on ne sait pas, c'est tous les impacts derrière qui sont induits de cette cyberattaque. La perte de confiance de vos clients, de vos fournisseurs, l'image de marque qui va être entachée et donc qui potentiellement va impacter indirectement votre business. Et ça peut être même dans certains cas, carrément en cas de fuite de données,
des amendes de la part de la CNIL. Je vous ai mis un exemple ici, et qui peut parfois coûter encore plus cher. C'est-à-dire que déjà, vous allez devoir remettre le système d'information up, et là, en plus, vous allez être épinglé par la CNIL derrière. Et alors, comment Dell Technologies accompagne ses clients justement dans cette cyber-résilience? On s'appuie sur un framework, le NIST, donc, qui permet d'identifier, de protéger et détecter et répondre aux différents incidents, aux différentes cyberattaques. Donc là-dessus, on a des experts, des consultants, on a de la technologie qui permet de vous accompagner. On a aussi de nombreux partenaires, notamment ici dans ce beau salon. Et puis enfin, là aujourd'hui, on va s'intéresser, c'est sur la partie récupération. Comme je vous l'ai dit, on part du postulat qu'on va se faire cyberattaquer tôt ou tard. D'accord? Donc, quand on sera cyberattaqué, comment je fais pour redémarrer mes données, et notamment mes données sensibles, qui sont aujourd'hui le patrimoine de mon entreprise. Si on prend un peu de hauteur et qu'on parle un petit peu de régulation, de réglementation, quand on parle de cyber-résilience, aujourd'hui, les différents acteurs dans la cybersécurité, alors j'en ai mis quelques-uns ici, mais notamment, par exemple, l'ANSSI, qui régit en France, eh bien, on recommande vivement d'avoir un backup de données, des données de sauvegarde justement sensibles et déconnectées à froid du réseau. Et enfin, il y a aussi une nouvelle directive, je pense que vous en avez tous entendu parler, qui est le NIS 2 qui va arriver et qui va rentrer en vigueur au deuxième semestre de cette année, donc c'est demain. Donc NIS, donc pour Network and Information System and Security. Donc 2, pourquoi? Parce qu'il y avait déjà le NIS 1 qui existait. Et donc, c'est une régulation qui a été votée en novembre 2022 par l'Union européenne et qui va être appliquée dans les différents pays et qui sera régie en France notamment par l'ANSSI, qui sera couvert par l'ANSSI sur cette partie-là. Cette régulation, elle a pour but d'améliorer justement la cyber-résilience des organisations pour justement éviter que typiquement la France se fasse paralyser d'une grosse cyberattaque. Donc ça va toucher toutes les entreprises et organisations qui sont dites essentielles ou importantes pour l'écosystème européen mais français. Donc je vous ai mis quelques industries ici. Donc il y aura de l'industrie, il y aura de l'énergie, il y aura de la santé, des transports, des banques, la distribution de denrées alimentaires. Et on estime que cette régulation va concerner plus de 100 000 entreprises en France. Alors ce qui change entre le NIS 2 et entre le NIS 1 et le NIS 2. Donc, premièrement, le champ d'application, d'accord? J'en ai déjà un petit peu parlé. Ça va concerner les entreprises et organisations de plus de 50 employés et plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Des exigences de cybersécurité renforcées, j'en parlais juste après, sur ce qui est demandé et attendu. Une collaboration accrue. L'objectif de cette régulation, c'est de pouvoir améliorer la collaboration entre les différents pays, justement, pour, entre guillemets, que la France ne travaille pas toute seule dans son coin et qu'elle puisse potentiellement travailler avec l'Allemagne, par exemple, ou d'autres pays. Le délai de signalement également qui va changer. Donc aujourd'hui, vous avez 72 heures pour déclarer un incident auprès de l'ANSSI de type cyberattaque. Demain, ce sera 24 heures, d'accord, avec un premier rapport initial. Des sanctions également, ça c'est le mot qui blesse. À l'instar de la RGPD, il pourrait y avoir des sanctions qui pourront être demandées aux entités essentielles et importantes, donc jusqu'à 2% du chiffre d'affaires mondial pour les entités dites essentielles et 1,4% pour les entités dites importantes. Et enfin, il y a aussi un autre aspect en termes de sanctions. L'organisme de direction pourra être tenu directement responsable si, par exemple, l'ANSSI exige que telle ou telle entreprise n'a pas fait ce qu'il fallait pour se prémunir des cyberattaques. Alors, les obligations ici, vous pourrez les retrouver de manière plus détaillée. Alors là, c'est une liste non exhaustive, mais c'est les principaux chapitres sur le site directement de l'ANSSI. Mais ça va être la gestion des incidents. Ça va être la continuité d'activité. Quand on parle de continuité d'activité, on ne parle pas que de PRA, d'accord ? Parce que vous vous doutez bien, on est quasiment sur du temps réel. Là, on parle vraiment de sauvegarde, de backup, de données stockées à froid. Ça va être aussi, bien sûr, des politiques, des procédures, puisqu'on le sait, la cyber-résilience, ce n'est pas que de la technologie, c'est avant tout des humains, des process. Et l'idée, c'est d'avoir un plan de reconstruction, justement, en cas de cyberattaque. Comment Dell Technologies, aujourd'hui, peut vous accompagner à cette réponse et comment nous, on travaille avec nos clients pour, justement, être dans cette stratégie de Zero Trust? On s'appuie sur 4 principaux piliers.
le premier pilier, d'ailleurs qui est une des recommandations de l'ANSSI, qui est l'isolation. On va isoler les données les plus critiques, les plus sensibles de votre entreprise et on va les mettre dans un coffre-fort numérique, dans un sanctuaire qui sera totalement déconnecté du réseau et qui sera surtout invisible. Pourquoi je dis invisible et pourquoi j'insiste sur cette notion? C'est qu'on se rend compte avec les différentes études que la sauvegarde est en premier visée. Et donc, si les cybercriminels ne savent pas qu'il y a un dark site, un sanctuaire, ils ne pourront pas l'attaquer. Deuxièmement, l'immutabilité. On va y apposer. L'immutabilité, c'est quelque chose aujourd'hui que tous nos clients connaissent et qui sont en train de les mettre en place. Donc, on va immuabiliser les données pour les rendre ni modifiables, ni altérables, ni supprimables. On a des attaques de type, par exemple, Wiper, où en fait, c'est juste du sabotage. Ils érasent toutes les données, ils ne demandent pas de rançon. Voilà. Donc, c'est aussi pour éviter ce type d'incident. On va y apporter, donc on va aller plus loin que ces recommandations-là. On va y apporter une partie d'analyse. Une partie d'analyse, c'est-à-dire qu'on va analyser les données qui sont backupées, qui sont stockées directement sur ce sanctuaire, pour vous assurer que les données, tout simplement, elles sont intègres. Puisque c'est bien beau d'isoler et de rendre immuables des données, mais est-ce qu'elles sont intègres? D'accord? Donc là, c'est une partie très importante. Et enfin, dernière partie, puisqu'il y a des clients qui me disent « Ok, très bien, vous avez une solution, on isole les données, on les rend immuables, on sait qu'elles sont intègres. » Mais demain, vous êtes cyberattaqué, comment ça se passe? Votre système d'information est totalement inopérant. En plus, potentiellement, vous avez l'ANSSI, la gendarmerie pour les besoins de l'enquête. Potentiellement, l'infrastructure peut être sous scellée. Et donc, je restaure sur quoi? Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir aussi vous donner à disposition des moyens autonomes pour pouvoir restaurer vos données sur un autre site, sur, par exemple, une clean room, une restart room, ou bien dans le cloud, par exemple. Si je vous explique brièvement le schéma de comment fonctionne notre solution, donc notre solution qui s'appelle Power Protect Cyber Recovery, donc c'est ce fameux sanctuaire. Donc aujourd'hui, vous avez, alors j'ai mis data center, mais ça peut très bien être aussi des environnements dans le cloud, c'est éligible. Donc vous avez vos environnements de production que vous allez backuper directement, et on va y apposer un sanctuaire de données, donc ce qu'on appelle le Cyber Recovery Vault, ce fameux sanctuaire qui sera invisible du réseau. On va aller chercher les données, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les ports de ce sanctuaire. C'est fait de manière automatique par le sanctuaire. Il va ouvrir les ports physiquement. Il va aller chercher la donnée dont il a besoin, pas forcément toutes vos données de backup, mais en tout cas celles qui ont été ciblées et dites vitales pour votre entreprise. On va les copier et on va refermer le port. Une fois qu'on aura copié ces données, on va y apporter cette couche d'immutabilité, donc le worm. Et ensuite, on va analyser cette donnée pour justement garantir que les données qui sont backupées sont intègres. Dans certains cas, on a des clients qui disposent notamment de cette solution et qui, grâce à cette solution, eh bien, vont pouvoir voir et potentiellement de manière proactive identifier qu'il y a potentiellement une anomalie grâce à de la surveillance et des rapports. Et enfin, on va pouvoir restaurer tout simplement les données. Donc ça va être du people, ça va être des process, ça va être de l'humain. On va pouvoir restaurer du coup ces données sur par exemple une clean room. Donc une clean room, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un environnement sain, d'accord, qui peut être encore une fois sur le cloud ou chez un partenaire ou chez vous. On va pouvoir justement rejouer les données de backup et s'assurer qu'il n'y a pas de code malicieux. On va pouvoir ensuite potentiellement les transposer dans une restart room qui va permettre justement de redémarrer un certain nombre d'applications, l'Active Directory, etc. pour justement faire en sorte que votre entreprise puisse redémarrer, peut-être d'un point de vue dégradé, pendant que votre système d'information de l'autre côté est totalement inopérant, mais au moins vous allez pouvoir redémarrer à minima les services vitaux pour l'entreprise. Et une fois que tout sera remis en place, on pourra directement redémarrer sur le site de production. Quand on parle de cyber-résilience, on parle de plusieurs briques, plusieurs niveaux de cyber-résilience. J'ai parlé d'immutabilité, j'ai parlé de sanctuaire, j'ai parlé également d'analyse. Et donc, en fonction de votre impact, de la nécessité de garder ces environnements sains, eh bien, on va pouvoir vous accompagner sur ces différents niveaux directement et on va pouvoir passer de potentiellement plusieurs mois à recouvrir après une cyberattaque à plusieurs semaines, voire plusieurs jours ou heures en fonction de l'impact là-dessus. Et donc ça, tout dépendra bien évidemment alors j'allais dire de votre budget, mais surtout de vos contraintes en termes de risque. Si vous devez retenir deux choses de cette présentation, notre réponse donc chez Dell Technologies, c'est qu'on est en capacité à vous accompagner pour établir un plan de reconstruction après une cyberattaque. Comme je l'ai dit, la cyber-résilience, ce n'est pas que de la technologie. C'est aussi
du process, de la réglementation, des humains, des procédures. Et donc, on est en capacité à vous accompagner de bout en bout jusqu'à la restauration. Et j'insiste sur cette notion de service, puisqu'on a des clients aussi qui font appel à nous. On a un service qui permet, donc avec un numéro d'urgence 24 heures sur 24, qui permet de potentiellement répondre et intervenir chez nos clients ou pas d'ailleurs, justement pour à vous accompagner après une cyberattaque, rapporter potentiellement du matériel et vous aider à redémarrer votre entreprise. Merci à tous.